La Grèce lutte depuis 3 jours contre d'importants feux de forêt. Athènes attend l'arrivée des renforts européens. La région ukrainienne d'Odessa cible pour la 2e nuit consécutive d'une série d'attaques russes. Elle fait notamment suite à l'expiration de l'accord céréalier. Le président russe n'ira finalement pas au sommet des BRICS fin août en Afrique du Sud. Sous mandat d'arrêt international, sa présence posait un dilemme au pays d'accueil. Le président brésilien lance un avertissement contre le protectionnisme de l'Union afin de pouvoir conclure cette année l'accord commercial entre les 27 et le Mercosur. La Grèce étouffe un peu plus. Des centaines de pompiers livrent mercredi pour le 3e jour consécutif une énorme bataille contre des incendies de forêt à l'ouest d'Athènes et sur l'île touristique de Rhodes. Dans le cadre d'une entraide européenne, 230 pompiers de Roumanie, Slovaquie et Pologne vont être envoyés en renfort en Grèce. Les vents forts qui soufflent sur une partie du pays attisent les incendies. Et une nouvelle vague de canicule y est attendue à partir de jeudi, avec des températures qui pourraient atteindre 44 degrés vendredi et samedi. La population semble désemparée. Εντάξει, δεν υπήρχαν μέσα να πεις να προχωρήσουν στην κατάσβεση εύκολα. Την αφήσανε πιστεύω εγώ. Πέρασε με στον οικισμό, κάει και το σπίτι εδώ κάτω, γίνανε κάποιες ζημιές. Εμείς, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάτι σοβαρό, αλλά άλλοι συνάνθρωποι μας είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε έχουν καεί τα πάντα, έχουν καεί σπίτια. Η πυροσβεστική, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και βλέπετε αυτή την κατάσταση. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε το μεσημέρι προς απόγευμα και ένα ελικόπτερο πέταξε μόνο, το οποίο μία ρήψη. Les feux de forêt sont courants en Grèce. En 2018, plus de 100 personnes sont mortes à Mati, près d'Athènes, dans le pire incendie meurtrier que le pays a connu. 2e nuit consécutive d'angoisse à Odessa. La région dans le sud de l'Ukraine a été la cible de frappes russes de drones et de missiles. Par précaution, les habitants étaient encouragés à se protéger dans les abris. Toutefois, au moins 12 personnes ont été blessées. Cette salve d'attaque fait suite à l'expiration d'un accord céréalier important ce lundi. Ignorant les menaces du Kremlin, l'Ukraine avait assuré qu'elle restait disposée à poursuivre ses exportations de marchandises via la mer Noire. Le gouverneur de la région précise que les débris des missiles détruits et l'onde de choc ont endommagé des infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées. La Russie, de son côté, déclare prendre ainsi sa revanche après la destruction partielle du pont de Crimée survenue lundi dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne. Les faits ont été revendiqués par Kiev elle-même. Une absence remarquée et une épine retirée du pied des dirigeants sud-africains. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS organisé fin août à Johannesburg. Les 5 puissances émergentes qui composent le groupe, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se regroupent tous les ans depuis 2009. Problème cette année, l'un de ses représentants, Vladimir Poutine, est visé par un mandat de la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes de guerre en Ukraine. Des accusations que Moscou nie et une situation délicate pour l'Afrique du Sud, restée proche de la Russie, mais qui aurait dû, en tant que membre de la CPI, arrêter le chef d'État russe à son entrée sur le territoire. Depuis plusieurs mois en coulisses, des discussions avaient lieu pour dissuader le dirigeant russe de se rendre au sommet. La Russie sera finalement représentée par son ministre des Affaires étrangères. Le président brésilien lance un avertissement à l'encontre du protectionnisme européen. Luis Inácio Lula da Silva souhaite la ratification d'ici la fin de l'année de l'accord commercial entre l'Union et le Mercosur. Néanmoins, il veut un partenariat d'égal à égal, comme évoqué lors du sommet entre les 27 et l'Amérique latine. Conscient des critiques formulées à l'encontre du modèle agro-industriel sud-américain, Lula souligne que la levée de mesures protectionnistes doit concerner les deux parties. A França é muito ciosa
da proteção dos seus produtos agrícolas, da sua pequena e média agricultura, do seu frango, da sua verdura, do seu queijo, do seu leite, do seu vinho. Sabe? Então, da mesma forma que a França tem essa primazia de defender a unhas e dentes o seu patrimônio produtivo, nós temos interesse de defender o nosso. A riqueza da négociation est qu'alguém tem que céder. Dans une lettre envoyée en février, l'Union demande aussi des mesures supplémentaires pour préserver la forêt amazonienne. Cette question est un autre obstacle à la conclusion de l'accord avec le bloc sud-américain composé du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. E quais seriam os pontos centrais para o Brasil nessa carta? Veja, primeiro que nós não aceitamos a Carta Adicional da União Europeia. É impossível você imaginar que entre parceiros históricos como nós, alguém faça uma carta com ameaça. Nós não temos problema. Nós fizemos uma carta-resposta e achamos que a União Europeia vai concordar tranquillamente com a nossa resposta. Concernant le positionnement de l'Amérique du Sud à propos de la guerre en Ukraine, le président brésilien souligne la nécessité de conclure rapidement un cessez-le-feu et offre une nouvelle fois sa médiation. Por enquanto, nem o Zelensky, nem o Putin querem falar em paz, porque cada pensa que vai ganhar. Ou seja, mas está havendo cansaço. O mundo começa a cansar. Os países começam a cansar. Então vai chegar um momento em que vai ter paz. E aí vai ter que ter grupo de países capaz de conversar com a Rússia e conversar com a Ucrânia. Après de nombreuses heures de négociations, la déclaration finale du sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine indique deux approches différentes à l'égard de l'invasion russe. Les quelques lignes de l'article évoquent le conflit en Ukraine, mais sans mentionner la Russie. Fiona Scott Morton ne sera pas la prochaine économiste en chef de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. L'américaine, ancienne de l'équipe de Barack Obama à Washington, a décidé de se retirer après la levée de boucliers contre sa nomination. La vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, a indiqué mercredi matin sur Twitter qu'elle avait accepté cette décision avec regret et dans le respect total de son intégrité. La nationalité de Fiona Scott Morton et son passé de consultante pour les géants du numérique comme Apple et Microsoft ont alimenté les reproches. Plusieurs eurodéputés n'ont pas été convaincus par les réponses de la Commission. Face à ce recrutement problématique, embarrassant, il était préférable de renoncer. Je crois que c'est une sage décision. Simplement, on avait des questions autour de son recrutement parce que c'est inédit de recruter à la Commission européenne un chief économiste qui ne soit pas européen. Avec ceci, avec cette nationalité américaine, des questions se posaient notamment en matière d'accès aux informations confidentielles et de conflit d'intérêts. Pour beaucoup, c'est le président français lui-même qui a sapé cette nomination. Emmanuel Macron n'a pas caché son souhait de voir un Européen à ce poste afin de conforter le principe d'autonomie stratégique de l'Union. Pour d'autres, c'est un mauvais signal envoyé par l'Europe aux experts du monde entier, même si l'affaire soulève des questions légitimes. I think her US citizenship played a very important role, and I think it's a stupid argument to take this as the main argument to oppose. I think the EU should attract more experts from different parts of the world, and the message we are sending now is that if you're a US citizen or maybe coming from an Asian country, then you're not welcome. 4 groupes politiques au Parlement européen avaient envoyé une lettre il y a quelques jours à la vice-présidente de la Commission pour faire part de leur consternation et de leurs inquiétudes concernant la nomination de Fiona Scott Morton à la tête du bras antitrust de l'exécutif européen. La Coupe du Monde féminine débute jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. La 9e édition de cette prestigieuse compétition comporte pour la première fois 32 équipes. 8 nations vont même vivre leur première phase finale d'un mondial. Quadruple vainqueur et double tenante du titre, les Américaines peuvent devenir les premières à soulever le trophée 3 fois de suite. Championne d'Europe l'année dernière, l'Angleterre s'appuie sur une équipe déterminée pour enrichir son palmarès.
Côté espagnol, de retour d'une blessure, la double ballon d'or Alexia Putellas compte bien briller lors de ce mondial. Récemment traversée par une crise suivie de l'arrivée du sélectionneur Hervé Renard, l'équipe de France a pour objectif d'accéder au dernier carré. Le tournoi débutera jeudi à Auckland où la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège. Pour son premier match, l'Australie jouera face à l'Irlande au Stadium Australia de Sydney où plus de 80 000 spectateurs sont attendus. Étape après étape, il se rapproche du sacre. Le Danois Jonas Vingegaard creuse l'écart avec Tadej Pogačar avec 7 minutes et 35 secondes d'avance au classement général. Son rival slovène lui a vécu une journée compliquée sur le Tour de France et a même cru perdre sa place sur le podium. Ce mercredi, c'est l'Autrichien Félix Gall qui a franchi le premier la ligne d'arrivée à Courchevel. Il remporte ainsi le plus beau succès de sa carrière. Timothy Lindsay Shaddock a enfin touché terre. Ce naufragé australien a été secouru par un tonnier mexicain après avoir dérivé dans le Pacifique pendant 2 mois. Originaire de Sydney, il avait quitté en avril la ville mexicaine de La Paz à destination de la Polynésie française. Mais son catamaran a été endommagé par le mauvais temps plusieurs semaines après le début de son périple de 4000 km. L'homme de 54 ans qui a survécu en se nourrissant de poissons crus et d'eau de pluie a dit qu'il ne pensait pas s'en sortir.